nous pouvons commencer par le refuge, en prenant refuge. Sangye chedan soke chanam la nanshu badu dani kyapsu che dagi ki pet sanam ge chola penche sangye jupa sho. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par cette session de discussion, puisse-je devenir un Bouddha pour être bénéfique à tous les êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par cette session de discussion, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc pour revoir ce que nous avons fait, je vois que là, beaucoup de gens sont partis. Peut-être il fait beau, ou alors ils ont tout compris. Peut-être ils sont Bouddha déjà. Vous n'avez rien compris. Pardon? Voilà. Les cancres qui restent. Les autres, ils sont... Voilà. Ouais. Une autre vue, en fait, c'est que vous êtes tous des Bouddhas et vous êtes là pour me permettre de faire la révision, hein, pour mon bienfait, en fait. Donc c'est juste un jeu voilà, une mise en scène, en fait, pour moi, pour pouvoir me réexpliquer les choses. Et la Bondo, on ne sait jamais, hein. On ne sait pas qui c'est qu'un Bouddha. Tiens, j'ai pas mon... oui, j'ai mon réveil à l'intérieur. Ou un réveil, si j'ai l'heure, c'est mieux. Je dois avoir un réveil blanc. Si tu regardes, tu me le passes. Oui. Merci. Une boîte de bonbons. Donc, nous parlons, Geshe-la a expliqué le commentaire sur le Sutra du cœur. Donc, les sutras de la perfection de la sagesse, quel est le sujet de ces sutras? Quel est le sujet expliqué dans ces sutras de la perfection de la sagesse? La vacuité, l'interdépendance. Donc, on dit le sujet explicite de ces sutras, c'est la vacuité. Qu'est-ce qui se passe avec le son? Bon. Donc, le sujet explicitement, c'est ces sutras présentent la vacuité. Et implicitement, qu'est-ce qu'ils présentent implicitement? Implicitement, ils présentent les chemins. Hein? Voilà, le sujet explicite, c'est la vacuité, et implicitement, les chemins sont indiqués. Et donc, c'est bien ce qu'on a vu. On a parlé des chemins. Quels sont les chemins? Combien y en a-t-il? 4? 5. Allez, Gisèle, on t'écoute. Le chemin de l'accumulation, oui. Le chemin de la préparation. Non, c'est pas la même. D'abord, c'est le chemin de l'accumulation, ensuite le chemin de la préparation, ensuite le chemin de la vision, le chemin de la méditation, voilà, et le chemin au-delà de l'apprentissage. Donc, c'est-à-dire que les 4 premiers sont des chemins d'apprentissage, et au 5e, on a fini d'être un apprenti, on est devenu un Bouddha. Le chemin au-delà de l'apprentissage, c'est le chemin ou la terre d'un Bouddha, un Bouddha supérieur. Et les 4 autres, donc c'est vrai que dans cet enseignement, on a parlé ensemble du chemin de l'accumulation et de la préparation. C'est pour ça que peut-être tu as eu l'impression que c'était un, mais en fait c'est 2. C'est 2. Mais on les a mis ensemble dans l'explication. Mais en fait, c'est l'accumulation, la préparation. Dans la dernière fois, on vous avait indiqué ce schéma. Est-ce que vous l'avez? Essayez d'avoir les documents,
les documents qui vous sont recommandés avec vous. Vous les avez déjà, ça, je pense, hein, chez vous même, chez vous où vous les avez eus la dernière fois. Donc, les chemins du grand véhicule, voyez bien que ici c'est selon l'école conséquentialiste. Hein. C'est d'après les Prasangika. Parce que pour les Svatantrika, c'est un peu différent encore. Donc, les sentiers de l'accumulation et de la préparation sont expliqués. J'en viens donc où on en est arrivé à la partie du sutra qui dit la forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. Et ça présente en fait la méditation sur la vacuité pendant le sentier, donc au chemin de l'accumulation et surtout de la préparation. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour rentrer sur le chemin de l'accumulation? Quelle est la mesure? Le renoncement? Une réalisation conceptuelle de la vacuité? C'est ça qui fait rentrer sur le chemin de l'accumulation du grand véhicule? Le renoncement spontané? Pour rentrer sur le chemin du Mahayana? La bodhicitta spontanée, c'est ça qui fait qu'on rentre. La réalisation de la vacuité inférentielle avant, c'est possible ou non, hein? C'est possible d'avoir réalisé la vacuité de façon inférentielle. On dit pour les pratiquants aux facultés vives, mais c'est pas une obligation. C'est pas ça qui fait rentrer sur l'entrée sur le chemin du Mahayana, c'est-à-dire sur le chemin de l'accumulation, c'est quand on développe la bodhicitta de façon spontanée. Et évidemment, ça veut dire qu'on a déjà développé le renoncement avant, et avoir réalisé la vacuité de façon inférentielle, c'est possible, mais c'est pas une obligation. On fait la différence entre les bodhisattvas aux facultés aiguës et aux facultés émoussées. Ceux qui fonctionnent plus, disons, sur le raisonnement et l'intelligence, et ceux qui fonctionnent plus sur la foi. Donc, à partir de là, on rentre sur le chemin de l'accumulation. Et donc, il y a le chemin de l'accumulation. Sur le chemin de l'accumulation, on développe plus la sagesse de l'écoute et de la réflexion. Et c'est à partir du chemin de la préparation qu'on développe plus la sagesse de la méditation, sur le chemin de la préparation. Geshe-la ne l'a pas dit comme ça, mais il a dit, sur le chemin de la préparation, on a encore besoin évidemment d'accumuler des mérites, mais l'activité principale est la méditation, sur le chemin de la préparation. Et c'est la préparation à quoi ? À la réalisation directe de la vacuité qui va se produire quand on réalise directement la vacuité. On rentre donc sur le troisième chemin, on sort du chemin de la préparation pour entrer sur le chemin de la vision, le troisième. On rentre sur le chemin, le bodhisattva rentre sur le chemin de la vision lorsque il ou elle réalise directement la vacuité. Et à partir de ce moment, comment on l'appelle ? Les personnes qui ont réalisé directement la vacuité sont des Arya Bodhisattvas. C'est-à-dire que sur les chemins de l'accumulation et la préparation, ce sont des Bodhisattvas ordinaires. Ensuite, à partir du chemin de la vision, ce sont des Bodhisattvas supérieurs. Oui. Y a un micro ? Quelque chose que je n'ai pas bien compris, c'est par rapport au chemin d'accumulation et de la préparation. Sachant qu'il est possible qu'au chemin d'accumulation, la personne ait aussi une réalisation de la vacuité inférentielle, qu'est-ce qui la différencie ? Ouais. Qu'est-ce qui la différencie à ce moment-là du chemin de la préparation ? Alors, qu'est-ce qui définit l'entrée dans le chemin de la préparation ?
C'est ça qui va te donner la réponse. La personne peut méditer sur la vacuité, même avant de rentrer sur le chemin, et aussi sur le chemin de l'accumulation. Donc, qu'est-ce qui va différencier avec le chemin de la préparation, hein? Qu'est-ce qui va différencier la méditation sur la vacuité? Tu prends le... Ouais. Attends, elle va répondre... J'ai oublié ton nom, pardon. Edith, ouais. Peut-être la capacité à unir... Parle bien dans le micro. C'est peut-être la capacité à unir le calme mental et la vue supérieure sur la vacuité. Voilà. Donc, on rentre, hein, l'entrée dans le chemin de la préparation, c'est quand, avant même de rentrer sur le chemin de la préparation, le Bodhisattva médite sur le calme mental et la vue profonde sur la vacuité. Mais c'est lorsque ces deux sont en union sur la vacuité qu'il rentre sur le chemin de la préparation. Hein. Le chemin de la préparation, donc c'est ça. Hein. L'union du calme, si vous avez votre tableau là, union du calme mental et de la vue supérieure observant la vacuité. Donc c'est une réalisation conceptuelle de la vacuité. Et lorsqu'il y a l'union de ces deux, la personne rentre sur le chemin de la préparation. Le chemin de la préparation est divisé en 4. C'est bien de connaître ces termes-là. Hein. Donc le premier, c'est la chaleur, la cime, la tolérance et les qualités mondaines suprêmes. Ce sont 4 niveaux du chemin de la préparation. Hein. Donc à chaque niveau, après, là, on regarde ça de façon très approximative. Hein. Vraiment avec une grande vue. Quand on étudie les grands textes, par exemple l'ornement des réalisations claires, l'Abhisamaya Alamkara, tout ça, tous les chemins sont très très détaillés. Hein. Toutes les méditations qu'il y a à chaque niveau sont très détaillées. Donc, la partie du sutra qui correspond à cette méditation sur le chemin de la préparation, accumulation et préparation. Donc c'est la forme est vide, ça veut dire que la nature ultime de la forme, c'est d'être vide d'existence intrinsèque, et la vacuité et la forme. Qu'est-ce que ça veut dire la vacuité et la forme? Est-ce que quelqu'un peut me l'expliquer? Emmanuel. Ouais. La forme est vide, la vacuité et la forme. La forme est vide ou la vacuité et la forme? La vacuité et la forme. La vacuité et la forme, d'après ce que j'ai compris, c'est le fait que la vacuité n'existe que sur la base du phénomène, de la forme, d'une part, et d'autre part, je ne me souviens plus d'autre chose. Oui, donc la vacuité et la forme, parce que la vacuité n'existe, c'est la vacuité de la forme. Hein. Oui. Elle n'existe que sur la base d'un phénomène qui existe, donc la forme. Ouais. Il semble qu'il y a un deuxième point, mais je ne m'en souviens plus. Il n'y a pas un deuxième point par rapport à ça? Peut-être, oui, il y a plusieurs points. Mais bon, la vacuité et la forme, ça veut dire que donc la vacuité et la forme, en fait, fait référence... donc à partir de la vacuité, quand on sort de la vacuité, la forme se manifeste. La forme est une manifestation de la vacuité. Hein. La forme est une manifestation de la vacuité. De la vacuité se révèle la forme dans son existence. Se révèle en fait l'existence conventionnelle de la forme, l'existence conventionnelle la plus subtile. Hein. La nature conventionnelle subtile de la forme. De la vacuité vient la forme. Hein. La forme se manifeste de la vacuité, est une manifestation de la forme, est une manifestation de son manque d'existence véritable finalement. Et ensuite vient la vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. Donc la forme est vide, la vacuité est la forme, c'est-à-dire de la vacuité vient la forme. Et au cas où on penserait que ces deux sont séparés, hein, vient ensuite la vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité, qui veut dire finalement la vacuité n'est pas autre que la forme, le manque d'existence véritable de la forme et la forme. Ça veut dire la vacuité et la forme sont une seule nature. C'est la même nature, sont de la même nature. Et la forme n'est pas autre que la vacuité. La forme est possible grâce à sa vacuité, grâce au fait qu'elle est vide d'existence véritable. Donc finalement, ça veut dire c'est pas la même chose, mais
c'est la même nature. C'est ça qu'il faut. C'est une entité. Ça, il faut arriver à savoir. Geshe-la n'a pas bien défini, mais enfin, il a défini. Ces deux sont une entité, mais sont des concepts différents. On y réfère par des termes différents, mais c'est une même entité. Est-ce qu'on peut dire que c'est deux points de vue sur une même chose? Je ne sais pas si on peut dire deux points de vue, mais bon, c'est, si tu veux, deux points de vue. Mais c'est deux choses qui ont la même nature. Ça a été expliqué un peu, je vais regarder dans mes notes. La forme. Alors, d'abord, quand on dit la forme est vide, la vacuité est la forme, la vacuité n'est pas ce qu'est la forme, on parle de l'agrégat. Hein. Ici, on parle des 5 agrégats. Et donc, comme on parle des 5 agrégats, on prend d'abord l'agrégat de la forme, et après, tout ça s'applique aux autres. C'est pour ça qu'on dit de même les sensations, les perceptions, les formations évolutionnelles, la conscience sont-elles vides. Hein. On parle de la forme, mais ensuite, ça s'applique à tous les agrégats. Et donc, Geshe-la a fait aussi la différence. Il a, en début d'enseignement samedi, il a passé en revue quels sont ces agrégats. Hein. Donc, l'agrégat de la forme, des sensations, il a décrit chacun des agrégats. Et donc, quand il a parlé de la forme, l'agrégat de la forme, c'est quoi? Pardon? C'est la matière. Ouais. Et c'est les objets des sens. Hein. Donc, dans l'agrégat de la forme, il y a quoi? Il y a les 5 objets sensoriels. Hein. Dans l'agrégat de la forme, il y a 5 objets sensoriels. Et le premier, c'est la forme. Hein. La forme, le son, les odeurs, les saveurs et les objets tactiles. Et donc, j'ai fait la différence entre la forme qui est l'agrégat et la forme, le premier, hein, qui est l'objet de la vue, qu'on appelle forme, mais qui en fait peut être défini comme yib and kadok. En tibétain, ça veut dire le relief et la couleur. Hein. Shape, la forme, ça. Hein. Le relief, les contours et la couleur, l'objet de la vision. Ça, c'est le premier objet qui fait partie de l'agrégat de la forme. Donc faire la différence entre ça, l'agrégat de la forme qui contient les 5 objets des sens, dont le premier est la forme visuelle. Et la forme en tant qu'agrégat, ce sont tous les autres objets, donc pas simplement ce qui est l'objet de la conscience visuelle, mais des autres consciences sensorielles. Tu as une question ? Tiens, prends le micro, s'il te plaît. Oui. Donc, quand on parle de la forme, celle qui comprend les 5... agrégats ? Oui. Non. Fait la forme en général, la matière. Ouais. En fait, jusqu'à présent, je pensais vraiment que c'était que le corps. Donc, quand on parle de cette fameuse forme, en fait, c'est aussi les formes extérieures. Oui, exact. Et j'ai bloqué la dernière fois, et encore, c'est pas... Voilà, en fait, là, à ce moment-là... Non, les formes, c'est tout, puisque, en fait, tous les phénomènes composés sont inclus dans les 5 agrégats. Hein? Les 5 agrégats, c'est quoi? C'est la forme, c'est-à-dire la matière, et plus les autres agrégats sont des agrégats mentaux. C'est l'esprit, si tu veux. Oui. Hein? C'est des agrégats mentaux. La sensation, la discrimination, ce sont des facteurs mentaux. Le 4e, c'est tous les autres, les 49 autres facteurs mentaux, plus tous les phénomènes qui sont ni forme ni conscience, et la conscience primaire. Et donc, ça, c'est une chose aussi qui se rapporte à la correction qu'a fait Valérie. Elle a dit, et bon, je l'avais corrigé quand elle avait dit tous les phénomènes sont inclus dans les 5 agrégats, tous les phénomènes composés sont inclus dans les 5 agrégats. Donc ça, vous le verrez dans... Non, ça y est pas là. Oui, elle a distribué, on a distribué ce matin différentes divisions des phénomènes. Hein. Et là, vous le verrez, on va pas s'y pencher en détail maintenant parce qu'on n'aura plus le temps de faire autre chose. Les agrégats, c'est une manière de diviser l'ensemble des phénomènes impermanents. Hein. Tous les phénomènes impermanents sont inclus dans les 5 agrégats. Tous les phénomènes en général sont inclus dans les 12 sources, dans les 12 et les 18 domaines.
constituants. Dans les 12 et dans les 18, les 12 sphères et les 18 constituants, tout ça, tous les phénomènes sont inclus. Mais dans les 5 agrégats, seulement les phénomènes composés. Et donc, j'en profite ici pour faire aussi, en référence avec la correction que Valérie a faite à la fin de la classe ce matin. Et c'est pour ça aussi qu'elle vous a distribué ça. La division bipartite et tripartite des phénomènes. Dans le travail à rendre pour aujourd'hui, vous aviez... dans quelle catégorie tous les phénomènes peuvent-ils être regroupés? C'était très intéressant de lire vos réponses, parce qu'il y a eu des réponses un peu diverses, que je n'ai pas là. Et donc, par exemple, dans les 5 agrégats, et aussi, dans mon idée, quand je vous ai posé la question, c'est vrai que vous pouvez diviser tous les phénomènes en de nombreuses catégories. Par exemple, les 18 constituants, les 12 sphères. Mais ce que j'avais en tête, c'était quelque chose qui avait été dit la dernière fois. Donc Valérie avait dit, tous les phénomènes peuvent être divisés dans les 3, la forme, la conscience et les facteurs non associés, c'est-à-dire les facteurs qui ne sont ni complètement forme, ni complètement tout à fait conscience, ni exclusivement forme, ni exclusivement conscience. C'est les facteurs composés, des Minduji. Pas composés, les facteurs non associés. Non associés à la forme, ni associés à la conscience. Et en fait, cette division, c'est bien une division de tous les phénomènes composés, c'est-à-dire impermanents. Ça n'inclut pas les phénomènes permanents. Donc ce n'est pas une division de tous les phénomènes, mais c'est bien une division des phénomènes impermanents. Donc c'est pareil pour les agrégats. Donc quand on vous a posé la question dans le devoir, beaucoup d'entre vous ont répondu en fait tous les phénomènes sont inclus dans ces 3 catégories, la forme, la conscience. Il y a une seule personne qui a corrigé en fait. En fait, ce qui serait juste, c'est de dire tous les phénomènes sont divisés en 2. Les phénomènes permanents et impermanents, et les phénomènes impermanents sont divisés dans ces 3 catégories. Donc, rappelez-vous-en, corrigez bien. Bon, j'ai essayé de corriger vos copies, mais corrigez aussi là. Oui. En fait, je me suis trompée là, en te corrigeant. Ouais. La première correction que j'ai faite. Après, je m'en suis rendu compte. Je me suis dit, il va me demander peut-être. Tu vois. Voilà. Oui, parce qu'en fait, j'étais un peu dans la confusion aussi à ce moment-là. Parce que... non, mais elle était sûre d'elle, mais après, elle s'est rendue compte que c'était trompé. Voilà, ça c'est fait. Donc, pour continuer... Donc la forme est vide, la vacuité est la forme. Dans la vacuité, la forme disparaît, mais quand on en sort, elle apparaît de manière conventionnelle, comme une simple désignation sur un ensemble. Donc la vacuité et la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, parce que la forme est la base à partir de laquelle s'élève la vacuité. Et la forme n'est pas autre que la vacuité. La forme n'existe pas en dehors du fait qu'elle soit vide d'existence réelle. La forme n'est pas autre que la vacuité, c'est parce qu'elle est vide d'existence véritable, à cause de sa vacuité, que la forme est forme. Donc, Geshe-la a repris une citation en fait, du commentaire sur la Bodhicitta qui avait été distribué au week-end dernier. Donc, essayez de garder ce qui est distribué. C'était cette feuille avec toutes les citations, avec le tibétain. Oui, il faut les garder, il faut les prendre avec vous. Il faut dire à Françoise... Ouais. Parce que ça c'est important.
C'est bien d'avoir comme ça les citations. Et donc dans ce commentaire, elle a aussi corrigé la traduction qu'elle avait faite. Je le lis parce que c'est bien. Bien sûr, c'est Nagarjuna, hein. Le commentaire sur la bodhicitta, c'est Nagarjuna, c'est pas écrit. Donc il n'est pas de vacuité observable distincte de la vérité relative, hein, en rapport avec ça, avec le fait que la vacuité n'est pas autre que la forme. On n'observe pas de vacuité distincte du relatif. Ça, c'est ma traduction. On n'observe pas de vacuité distincte du relatif. Il n'est pas de vacuité observable différemment ou à part, distincte de la vérité relative. C'est pour ça que la vacuité est la forme. La vérité relative est vacuité, la forme est vide, est-il enseigné, et la vacuité elle-même est une vérité relative. La vacuité dépend de la forme. La vacuité est la forme, parce que la vacuité, elle dépend de la forme. Elle existe à partir de la forme. Elle n'existe pas en elle-même, c'est une vérité relative, qui est ultimement vide aussi. Ça ramène à la vacuité de la vacuité. Et donc, il est sûr que l'une est impossible sans l'autre, comme l'impermanence et le fait d'être composé. Donc ici, pas de vacuité observable distincte de la vacuité. Une est impossible sans l'autre. C'est pour ça qu'ils sont de la même nature. Si la forme n'existe pas, la vacuité de la forme ne va pas exister, et sans la vacuité de la forme ne peut pas exister. Et donc, l'exemple qui est donné, c'est comme l'impermanence et le fait d'être composé. Un phénomène et son impermanence, c'est pareil, sont de la même nature. Si le phénomène est là, l'impermanence est là. Si son impermanence est là, le phénomène est là. S'il y en a un là, l'autre est là, indispensablement, ça veut dire c'est ça, être de la même nature. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose. En principe, on dit une nature, mais conceptuellement différent. En fait, il y a un terme technique aussi qui est difficile à traduire là. Donc, après, Geshe-la a expliqué l'exemple du reflet, du visage et du reflet. Donc, je vous laisse le revoir seul. En fait, l'exemple est censé illustrer, rendre plus facile le sens, mais quelquefois, l'exemple est plus difficile à comprendre que ce qu'on veut expliquer. En fait, l'exemple est censé être quelque chose de facile à comprendre, hein, parce qu'on comprend plus facilement le reflet et le visage, pour comprendre en fait la forme et la vacuité, mais comme quelquefois c'est difficile. Bon, je vous laisse, je ne vais pas m'y pencher non plus parce que ça prendrait tout le temps. Et la feuille qui a été distribuée ce matin explique aussi cette analogie en 4 points. Hein, donc vous pouvez le revoir par vous-même. Donc, ensuite, cette partie du sutra montrait la méditation pendant le sentier de la préparation. Et donc ensuite, on passe à la pratique de la perfection de la sagesse sur le chemin de la vision. Bon, moi, j'ai toujours l'habitude de parler du sentier, en fait. Je parle toujours du sentier, des sentiers, c'est mon habitude, alors que Valérie parle des chemins. Hein. Quelquefois, en fait, ce terme lame en tibétain, on le traduit par chemin, sentier ou voie, quelquefois. Hein. Donc si je dis quelquefois sentier, chemin, c'est la même chose. Donc comment pratiquer la perfection de la sagesse sur le chemin de la vision, et c'est là qu'on parle des 8 aspects de la vacuité. Vous voulez vous asseoir ou vous regardez, hein? Donc les 8 aspects de la vacuité, et donc c'est là qu'il est dit dans le texte, donc la vacuité, la forme n'est pas autre que la vacuité n'est pas autre que la forme. De même, les sensations, les perceptions, les formations au sein et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ici, tous les phénomènes sont-ils vacuités? Alors ici, c'est les 8 aspects de la vacuité. Tous les phénomènes sont-ils vacuités? Premier aspect, la vacuité. Hein. Ils sont sans caractéristiques. 2. 3. Ils ne naissent ni ne cessent. 4. Ne sont ni souillés
5, ni non souillé, ni déficient, ni parfait, 7, 8. Les 8 aspects qui tracent la méditation sur le chemin de la vision. Et donc, cette méditation, elle est décrite au moyen des 8 caractéristiques. Et donc, au travers des 3 portes de la libération. Donc, les 3 portes de la libération, ce sont 3 façons de comprendre la vacuité. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut connaître. La porte de la libération de la vacuité, la porte de la libération de l'absence de caractéristiques, ou l'absence de signes, quelquefois on dit, c'est la même chose, et la porte de la libération de l'absence de souhait. Et en fait, ces 3 se rapportent à la nature, à la cause et au résultat. C'est-à-dire que les phénomènes envisagés sous l'angle de leur nature, ils sont vides. Et là, on parle de la porte de la libération, de la vacuité. Ensuite, les phénomènes envisagés du point de vue de leur cause, en général on dit leur cause, mais ici c'est plus leur caractéristique, c'est la porte de la libération de l'absence de signes. Et le troisième, les phénomènes envisagés sous l'angle de leurs résultats, des résultats, on parle de l'absence de souhait. Donc la porte de la libération qui est l'absence de souhait, de l'absence de souhait. Valérie l'a traduit un petit peu différemment. Elle a parlé, en fait, la porte de la libération de la vacuité, la porte de la libération dénuée de signes, et la porte de la libération dénuée de souhait. Et donc, ces 8 aspects correspondent, les 8 aspects de la vacuité et les 3 portes de la libération, il y a une correspondance. Le premier, donc, tous les phénomènes sont-ils vides? Ça, c'est la porte de la libération de la vacuité. Et ensuite, les 5 suivants se rapportent à la porte de la libération de l'absence de caractéristiques ou de signes. Et les 2 derniers, c'est la porte de la libération de l'absence de souhait. Parce que les 2 derniers, donc les 5 du milieu, disons, les 5 du milieu, voilà, ont affaire avec les caractéristiques. Le premier avec la vacuité, et les 2 derniers, 7 et 8, ont affaire avec les résultats. Donc, moi, je dis non déficient, non parfait, ça dépend des traductions. Dans la traduction ici, c'est pas de diminution et pas d'accroissement. Et donc, ça se rapporte au résultat, en fait. Au résultat de la purification complète de tout. Donc, si je reprends un petit peu l'explication qu'a donnée Geshe-la, donc je vais suivre un peu ça. Dans la méditation sur le chemin de la vision, on voit directement la vacuité au moyen des 8 caractéristiques. Donc, d'abord, tous les phénomènes sont vides par nature. Ensuite, ils n'ont pas de caractéristiques. Ils sont sans caractéristiques. Donc, relève de la porte de la libération dénuée de caractéristiques. En observant les caractéristiques, on voit qu'elles n'existent pas de façon intrinsèque. Le résultat se produit, mais il n'y a pas de production de son propre côté. Donc, ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent. Ça veut dire qu'il y a production, mais il n'y a pas de production de son propre côté. Et Geshe-la, ici, a
a fait référence à une citation des 60 strophes, 60 stances du raisonnement de Nagarjuna, qui est une feuille qui a été distribuée, je ne sais plus quand d'ailleurs, aujourd'hui ou hier plutôt, qui dit ce qui est produit en dépendance n'est pas produit. Cela même a été indiqué, c'est cela même qu'a indiqué le connaisseur suprême. Donc, il n'y a pas de caractéristiques, ils ne sont ni produits, ils ne naissent ni ne cessent. Il n'y a ni production ni cessation. Ça veut dire il y a bien production par les causes et de conditions, mais ce qui est produit par les causes et de conditions n'est pas produit en soi. Dans ce sens, il n'y a pas de production. Ce qui cesse par les causes et des conditions ne cesse pas en soi. Il n'y a pas de cessation en soi. C'est pour ça qu'on dit il n'y a pas de cessation. Ils ne sont ni souillés. Donc pas de production intrinsèque, pas d'interruption intrinsèque. Ils ne sont ni souillés ni non souillés. Donc les phénomènes sont souillés parce qu'à cause des trois poisons, des perturbations de l'esprit, donc de l'ignorance, de l'attachement et de l'aversion, on tourne dans le samsara. Mais tout cela vient de causes et de conditions. C'est-à-dire que on peut l'éliminer. En éliminant parce que ça vient de causes et de conditions, ça n'existe pas en soi. On peut en sortir, on peut l'éliminer en pensant aux inconvénients, en utilisant les antidotes. Et donc, dans ce sens, ils ne sont pas souillés. Ils ne sont pas souillés, dans le sens où ils ne sont pas souillés. Il n'y a pas de souillure véritable. Dans ce sens, ils ne sont pas souillés. Et ils ne sont pas non plus non souillés. Parce que quand on dit, ça veut dire qu'ils ne sont pas purs en soi. Donc non souillés, c'est-à-dire que la libération des perturbations, la séparation des impuretés au stade du nirvana n'existe pas en soi, mais elle vient aussi de causes et de conditions. Donc elle n'a pas d'existence inhérente, elle n'a pas d'existence ultime en soi. C'est ça que ça veut dire. Donc ces 5 correspondent à la porte de la libération de l'absence de signes. Ensuite, il y a la porte de la libération de l'absence de souhait, donc qui correspond au résultat en fait. Les perturbations ne disparaissent pas d'elles-mêmes, les causes doivent être éliminées. Elles peuvent diminuer, donc, mais pas à la faveur d'un entraînement. Et donc c'est là qu'on dit il n'y a ni diminution ni accroissement. Les choses, ils ne sont ni déficients ni parfaits, c'est-à-dire il n'y a pas de diminution, il n'y a pas d'accroissement, il n'y a pas de diminution des souillures, il n'y a pas d'accroissement des qualités en elles-mêmes. Ça veut dire tout ça existe de façon relative, conventionnellement, mais n'existe pas en soi de façon ultime. Donc quand on veut accroître ce que l'on souhaite, on peut développer les causes et les conditions. Donc à défaut de connaître les 3 portes de la libération, on continuera à tourner dans le cycle des existences. Donc ensuite, sans diminution et sans accroissement, renvoie au résultat, aux aspects purifiés. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien qui n'existe en soi. Donc, ce matin, Michel a parlé assez en longueur avec transformer l'esprit, n'est-ce pas? N'oublions pas. Et ensuite, donc, pour revenir au sujet du sentier de la vision, je vais voir mes notes. Sur le sentier de l'accumulation et de la préparation, le bodhisattva médite sur la vacuité au moyen d'une image mentale. Donc, avant d'arriver à réaliser la vacuité directement, le bodhisattva médite sur le sentier de la préparation, le chemin de la préparation, de façon inférentielle. Donc, c'est une réalisation inférentielle, c'est-à-dire qu'il ne voit pas la vacuité directement, mais elle lui apparaît à travers une image mentale, c'est-à-dire un conceptuel, c'est un concept. Et donc, cette méditation
qu'est-ce qui apparaît en fait à l'esprit? C'est l'image mentale de la vacuité. C'est un phénomène conventionnel qui apparaît avec une apparence dualiste. Avec dualité, ce qui veut dire que le sujet et l'objet apparaissent comme étant différents. C'est quoi le sujet et l'objet dans ici? Pardon? L'esprit et la vacuité. L'esprit, c'est la méditation sur la vacuité, donc c'est l'esprit qui médite sur la vacuité et la vacuité qui est réalisée. Les deux apparaissent comme séparés, la dualité. Et aussi, puisque ce qui apparaît, c'est une image mentale, elle apparaît avec une existence véritable. C'est ça qui est dans la dualité. Donc, en progressant sur le chemin de la préparation, l'apparence duelle devient de plus en plus ténue. C'est ce qu'on fait dans le chemin de la préparation. Petit à petit, cette image mentale, elle va se diminuer, devenir de plus en plus ténue. Et on se prépare à réaliser la vacuité directement. L'apparence duelle devient de plus en plus ténue. Et donc, l'image mentale diminue, la vacuité devient de plus en plus claire. Et donc ici, on est toujours sur le chemin de la préparation avec une union du calme mental et de la vacuité. Et lorsque l'image mentale est complètement éliminée, la vacuité devient la seule chose, le seul objet. Et donc c'est une réalisation directe, on dit comme de l'eau versée dans de l'eau. C'est-à-dire il n'y a plus de dualité entre l'esprit et la vacuité. Tout ce qui apparaît, c'est la vacuité, donc la non-dualité, et on rentre sur le chemin de la vision. Donc le transfert se fait d'un équilibre méditatif en équilibre méditatif, pendant l'équilibre méditatif. Donc je lis mes notes. Dans le dernier niveau du chemin de la préparation, on est au niveau des qualités mondaines suprêmes. Un équilibre méditatif sur la vacuité. Donc ça, je l'ai déjà dit, la dualité s'évanouit et la sagesse supérieure qui réalise la vacuité ne font plus qu'un. Et donc là, je ne sais pas pourquoi, on parle de 100 caractéristiques. Et oui, c'est ça. Donc cette méditation, tous les phénomènes sont évacués, ils sont sans caractéristiques. Ça veut dire que dans l'équilibre méditatif, les phénomènes n'ont aucune caractéristique. Il n'y a aucun phénomène conventionnel qui apparaît. Le phénomène base de la vacuité n'apparaît pas. Dans la réalisation directe de la vacuité, seule la vacuité apparaît. Les phénomènes conventionnels n'apparaissent pas. Donc aucune caractéristique n'apparaît. Seule la vacuité apparaît. Et alors, au chemin de la vision, quel est l'objet d'abandon? Quels sont les objets d'abandon en général? Quand on parle d'objets d'abandon sur les chemins, qu'est-ce qu'on doit abandonner en général? On doit se débarrasser des... Oui, des deux voiles. Quelquefois on les traduit comme voile ou quelquefois comme obscurcissement. Voile, c'est plus facile. Donc, les voiles des perturbations, qui sont des obstacles à la libération, et les voiles à la connaissance, qui sont des obstacles à l'omniscience ou à la bouddhéité. Deux types de voiles qu'il faut éliminer. Et donc, les voiles des perturbations, dans un premier temps, ce sont
ces voiles, ces deux types de voiles vont être abandonnés à partir du sentier de la vision. Hein, pas avant. Ce qu'on abandonne avant, mais ce n'est pas vraiment abandonné, mais ce qui n'est plus manifeste, ce sont les perturbations. Les perturbations manifestes ne se manifestent plus. Mais on n'a pas abandonné les graines. Et donc, pendant le chemin de la vision, l'objet d'abandon, hein, qu'est-ce qui va être abandonné? Ce sont les voiles acquis. Dans les voiles des perturbations, d'abord on va abandonner les voiles des perturbations, après on va abandonner les voiles à la connaissance. Ça, c'est la description des prasangika, parce que pour les autres, la description est différente. Mais ici, on est chez les prasangika. D'abord, on va commencer par les voiles des perturbations. Dans les voiles des perturbations, on va faire la différence entre les voiles acquis et les voiles innés. Donc, on commence par les voiles acquis pendant le chemin de la vision, et les voiles innées des perturbations vont être éliminés, donc sont l'objet d'abandon du chemin de la méditation. Donc ici, puisqu'on est du chemin de la vision, le panja, c'est-à-dire l'objet d'abandon, ce sont les conceptions de l'existence réelle acquises, principalement. Et donc je lis là parce qu'il y a eu une explication de Geshe-la, il dit « Mais cet objet principal, c'est-à-dire les conceptions d'existence réelle, qui sont acquises, ne sont plus présentes dans son esprit. Parce que si ces conceptions d'existence réelle étaient présentes, ça veut dire qu'il accepterait que les phénomènes puissent exister véritablement, donc il ne pourrait pas méditer sur la vacuité. Il ne pourrait pas méditer sur la vacuité. Tu veux parler ? Oui, directement, oui. Oui, on est sur le chemin de la vision. Ouais. Mais même avant, je ne sais pas. Il ne pourrait pas... j'ai pas écrit en détail, mais il est forcément convaincu du manque d'existence réelle. Donc, il s'est bien débarrassé de ses convictions acquises, c'est-à-dire la conception d'existence réelle acquise. Quand il dit débarrasser, ça ne veut pas dire abandonner. J'ai vérifié avec Geshe-la. Il s'est débarrassé de ses conceptions manifestes. Ça veut dire que ces conceptions, elles ne sont pas manifestes. Il s'est débarrassé, si on veut, de ces conceptions manifestes, mais on ne va pas dire qu'il les a abandonnées. Parce qu'abandonner, ça se réfère aux graines. Et quand on dit ici, au chemin de la vision, il les abandonne, ça veut dire que l'antidote, ici, le chemin de la vision, c'est-à-dire cette méditation sur la vacuité, c'est l'antidote aux graines des voiles, des perturbations acquises. Donc il les abandonne ici. Auparavant, elles ne sont pas manifestes, mais il ne les a pas abandonnées complètement. S'il ne se débarrasse pas de ces graines des graines des voiles des perturbations, il ne pourra pas donc se débarrasser du niveau inné. Ici on parle donc des voiles, les voiles des perturbations. Il y a le niveau acquis, le niveau inné. Pour pouvoir se débarrasser du niveau inné au chemin de la méditation, d'abord il faut s'être débarrassé des graines, des voiles, des perturbations. Donc oui. Pendant la méditation, oui. Oui. Quand il en sort... Oui, vas-y. Eh ben, tu as le micro, parle dans le micro si tu es là. Quand il en sort à ce stade-là, il a toujours l'apparence ou est-ce qu'il a l'apparence ou alors est-ce qu'il a que l'appréhension? Ça correspond à quoi? L'apparence est toujours là. Moi, je pense, si je me souviens bien de ce qu'a dit Geshe-la, je pense qu'il a dit que au chemin de la préparation, les gens qui rentrent, faites attention parce qu'il y a la caméra. Si vous voulez attendre un petit peu,
5 minutes, merci. Si je me souviens pas bien, je pense que Geshe-la a dit sur le chemin de la préparation, quand il sort de la méditation sur la vacuité, les choses apparaissent. De toute façon, elles apparaissent toujours, même sur le chemin de la vision, jusqu'à la bouddhéité. Jusqu'à la bouddhéité, il y a toujours l'apparence d'existence véritable. Hein. Mais lorsqu'on n'a pas réalisé la vacuité directement, c'est-à-dire sur le chemin de la préparation, la personne n'est pas capable de voir ces apparences comme trompeuses, comme des illusions. Il se laisse prendre par ça. Tandis que lorsqu'on a réalisé la vacuité directement, donc le bodhisattva, un arya, est capable de voir... les choses apparaissent comme existant véritablement, mais il peut voir ça comme une illusion. Hein. Voilà. Juste pour terminer, juste en vitesse ce que Geshe-la dit à la fin, peut-être. Sur le chemin de la vision, il médite sur la vacuité à partir des 4 nobles vérités. 4 vérités, pardon, pas nobles. Donc, en observant les caractéristiques générales et les caractéristiques spécifiques des 4 vérités. Donc les caractéristiques générales, c'est-à-dire il prend l'objet, c'est les 4 vérités, et donc les caractéristiques générales, c'est l'impermanence et l'absence d'existence réelle, et les caractères spécifiques, c'est ce qu'on appelle les 16 caractéristiques des 4 vérités, 4 caractéristiques pour chacune. Et donc, ce sont ces objets qui sont appréhendés par la vacuité. Donc, il observe ces objets-là et il voit la vacuité de ces objets-là, de ces 16 caractéristiques des 4 vérités. Donc, pour arriver à reconnaître leur nature vide, en équilibre méditatif. Et de cette façon, il se débarrasse des graines de la conception d'existence réelle. Donc, cela est fait en 2 temps. Pour se débarrasser des graines, il y a ce qu'on appelle le chemin ininterrompu et le chemin de libération. Et ça, vous le verrez sur le graphique aussi. Vous voyez verticalement ici, vous voyez dans la légende aussi, c'est expliqué, le chemin ininterrompu, le chemin libéré. Il y a un chemin ininterrompu et un chemin libéré qui sont couplés, qui marchent ensemble. Donc, le chemin ininterrompu, c'est lorsqu'on applique l'antidote, c'est-à-dire pendant la méditation sur la vacuité, c'est ça qu'on appelle le chemin ininterrompu. Et ce chemin ininterrompu, c'est-à-dire la méditation sur la vacuité, est suivi de l'abandon de l'objet d'abandon correspondant au niveau particulier. C'est-à-dire ici, l'abandon des graines, des voiles, des perturbations acquis. Et donc, chemin ininterrompu, c'est l'application de l'antidote. Le chemin de libération, c'est quand l'objet d'abandon est abandonné. Voilà. Et donc, ensuite, et une chose qu'il a dit aussi, qui est intéressante, c'est que pour les prasangikas, le chemin de la vision, c'est pendant une session d'équilibre méditatif. Il élimine ces graines. Et ce chemin de la vision, donc, qui durerait pendant... Je le mets au conditionnel, mais c'est ce que Geshe-la dit. Donc, j'étais étonnée, mais bon. Chez les prasangikas, donc, en une session, ça se fait en une session. Et d'ailleurs, on voit bien ici parce qu'il y a un seul chemin ininterrompu et chemin de libération. Et donc ensuite, au dernier instant, il passe au chemin de la méditation. Et pendant le chemin de méditation, il va se débarrasser, abandonner les voies innées des perturbations et ensuite les voies à la connaissance. Merci. Non.